bienvenue dans cette édition. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Les chrétiens de Côte d'Ivoire, à l'instar de ceux du monde entier, célèbrent ce dimanche la fête commémorative des Rameaux. La fête des Rameaux commémore l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, où il fut acclamé par une foule nombreuse. Les échos de cette célébration à Abidjan et intérieur du pays, avec nos reporters dans un instant. La fraude sur le réseau d'adduction en eau potable fait perdre à la Côte d'Ivoire 59 millions de mètres cubes d'eau, soit un manque à gagner de 23 milliards de francs CFA. Pour lutter contre cette fraude, 180 enquêteurs sont mobilisés par le ministère de l'Hydraulique. Ces enquêteurs ont reçu leur kit de travail des mains du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. À Madagascar, l'ancien chef de l'État malgache Didier Ratsiraka est décédé ce dimanche matin à l'âge de 84 ans. L'annonce a été faite sur sa page Facebook. Il avait été président de Madagascar 2 fois, de 1975 à 1993, puis de 1997 à 2002. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Il est 13h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire et il fait beau temps ce matin sur la capitale économique. Vous pouvez sortir de chez vous pour vaquer tranquillement à vos occupations sans prendre le soin d'emporter avec vous votre parapluie. Ceci n'est pas une simple annonce du temps qu'il fait dehors, même si en réalité il fait beau. Ceci est une façon pour nous de vous dire que ce 13h, nous parlerons de météo et précisément de l'impact de l'implication de la météorologie dans certains domaines économiques. Un thème qui s'inscrit dans le prolongement de la commémoration de la Journée mondiale de la météorologie édition 2021. En Côte d'Ivoire, la Sodexam, en tant qu'autorité nationale de la météo, agit en faveur d'une meilleure connaissance du climat et œuvre aux côtés des structures étatiques compétentes à une meilleure appropriation des problématiques liées à la préservation des océans, notamment. Notre invité de ce dimanche magazine, c'est le directeur général de la Sodexam, monsieur Jean-Louis Moulot. Monsieur Jean-Louis Moulot, merci, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Et je vous retrouve dans une trentaine de minutes. Mais avant, dans une trentaine de minutes, bien sûr, nous entrerons dans le vif du sujet. Mais avant, ce qui fait la une de l'actualité ce dimanche, c'est bien la célébration de la fête des Rameaux par les fidèles chrétiens de Côte d'Ivoire et du monde entier. Une fête qui commémore, nous le disions à l'instant, l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, où il fut acclamé par une foule nombreuse qui déposait des vêtements sur son chemin et agitait des branches et des palmes en chantant. Notre reporter Franck Quadio a suivi cette commémoration des fidèles chrétiens dans la commune de Cocody et d'Adjamé. 7 jours avant la Pâque, le monde chrétien célèbre l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem et sa passion. Dans cette paroisse à Cocody, les fidèles se procurent les rameaux. Cette commémoration a une signification particulière. Nous avons cette possibilité de célébrer Jésus dans toute sa splendeur et tout ça. Et cette fête aussi marque le début de la semaine 7, donc raison pour laquelle nous sommes venus aussi nombreux pour la célébrer. Triomphante entrée dans le temple, comme pour illustrer le symbole. C'est la bénédiction des rameaux et les fidèles se tournent vers l'entrée de la paroisse pour la vivre en communion. C'est une caractéristique dans toutes les paroisses. À Notre-Dame de la Tendresse de la Rivière à Goff, le Père Coussant relève cette célébration des rameaux comme l'expression de l'ambivalence du caractère humain que même le Christ a été obligé de subir. En nous, il y a des aspirations, mais en même temps, Jésus ne vient pas forcément comme nous le voulons. Il ne répond pas forcément comme nous le voulons et à toutes nos doléances. Et parfois, cela crée en nous des frustrations, cela crée en nous des infidélités. Donc, ce sont nos infidélités en réalité qui sont des crucifixions, qui poussent à la mort de Jésus. Parce que chaque infidélité du chrétien, justement, crucifie Jésus, crucifie son frère. Voilà pourquoi cette célébration doit nous replonger dans ce qui s'est passé pour nous aider à mieux comprendre, pour prendre les dispositions pour ne plus que ça se répète. Grâce à Dieu d'avoir rassemblé tous ces enfants en cette occasion. Et c'est une joie qui nous conduit vers la Pâque, qui sera vraiment une Pâque de résurrection pour tout le peuple. Moment festif, mais aussi un moment de recueillement. Au temple méthodiste uni Jérusalem d'Adjamé 220 logements, cette journée de dimanche est une journée inédite. Nous vivons dans un monde bouleversé, un monde où nous ne savons à quoi nous en tenir compte tenu des souffrances, des calamités, de tous les fléaux. Aujourd'hui, particulièrement, je pourrais parler de la Covid qui est une maladie dont personne ne sait la provenance. Et nous sommes en train de chercher, de crier seulement à Dieu pour nous délivrer de cela. Donc aujourd'hui, ramenant cela à notre vie, il n'y a que la paix
qui puisse donner à l'être humain d'être en paix avec lui-même, avec son entourage. Notons-le, le dimanche des rameaux, connu dans le sud de la France comme le dimanche des palmes, est un rite accompli dans l'église romaine depuis le IVe siècle. Dans les églises réformées, cette célébration est liée à la confirmation des catéchumènes ou aspirants au baptême et à la confirmation. Le dimanche des rameaux marque le début de la Semaine sainte, semaine particulière pour les chrétiens du monde entier, marquée par la joie de la résurrection du Christ, mais également par la méditation de la passion de celui qui a donné sa vie pour tous les hommes. Direction le centre de la Côte d'Ivoire à Bouaké avec ce Corona, notre reporter, pour suivre cette commémoration de la célébration de la journée des rameaux. Le dimanche des rameaux commémore l'entrée solennelle de Jésus-Christ à Jérusalem, où il fut acclamé par une foule agitant des palmes et déposant des manteaux sur son passage. À Bouaké, les fidèles chrétiens ont célébré la fête des rameaux qui annonce la Semaine sainte. La Semaine sainte précède la Pâque et est la dernière partie du carême. Elle est le sommet de l'année liturgique car c'est par sa mort que le Christ a détruit la mort et ressuscité le troisième jour. Nous allons célébrer non seulement cette entrée, mais nous rappeler ce grand moment de la Passion qui a scellé son destin et en même temps le destin de l'humanité, le salut du monde. C'est un très grand jour pour nous les chrétiens où nous sommes en communion avec le Christ dans son entrée à Jérusalem pour subir la Passion. Pour les fidèles chrétiens, cette journée est le symbole de la Renaissance. C'est une joie pour nous de venir prier et demander pardon à Dieu pour qu'il puisse exaucer nos prières. Présenter notre joie au Seigneur et que tout ce que nous allons entreprendre soit vraiment réussi et béni par Dieu lui-même. La tradition chrétienne veut que l'on apporte après la messe les rameaux bénis pour orner les maisons, un geste de vénération et de confiance envers le Christ. En cette période de carême chrétien, plus de 70 tonnes de vivres et non-vivres d'une valeur de 80 millions de francs CFA seront distribués aux fidèles chrétiens. Une initiative de l'État de Côte d'Ivoire. Les différents séminaires d'Abidjan et diocèses ont reçu leurs dons hier dans les locaux de Caritas Côte d'Ivoire. Le reportage de Grace Kando. L'État de Côte d'Ivoire aux côtés de l'Église catholique en cette période de carême. Conduite par Anne-Désirée Ouloto, une délégation composée de Roger Adom, Isaac D et Aimé Zébéyou dans les locaux de Caritas à Côte d'Ivoire. La délégation est venue les bras chargés. Elle a fait don des vivres et non-vivres aux 8 séminaires de la province ecclésiastique d'Abidjan et au diocèse d'Abidjan, de Yopougon et de Bassam. Merci au gouvernement et à travers la délégation qui est venue poser ce geste de charité au nom de l'Église. Et donc, c'est pour nous l'occasion de dire non seulement merci, mais aussi à travers ce geste de témoigner aussi cette proximité et cette mutualisation des forces, cette solidarité qui doit régner d'abord entre êtres humains, mais surtout entre enfants de Dieu. Les congrégations religieuses, y compris les autres séminaires et diocèses de l'intérieur du pays, recevront également leurs dons. Au total, ce sont plus de 70 tonnes de vivres et non-vivres d'une valeur de 80 millions de francs CFA qui seront distribués. La Caritas, au niveau de l'Église catholique, est l'instrument de charité par excellence. Et c'est au nom donc de cette mission de la Caritas que nous sommes venus apporter le soutien du président de la République et des membres du gouvernement pour qu'à leur tour, ils puissent soulager ces nombreuses familles qui ont besoin d'une main fraternelle, d'un appui, donc pour les aider à vivre chaque jour. Les églises méthodistes unies et Aris n'ont pas été oubliées. Elles ont, selon la délégation, aussi reçu leur part. Et la communauté catholique de Yopougon a, elle, reçu des dons vivres de la part du conseil municipal. Un autre acte de partage, mais surtout de solidarité en cette période de carême chrétien. Et c'est le vicaire général du diocèse de Yopougon qui a réceptionné ces dons, témoin de la cérémonie, Michel Digré. Au moment où la communauté catholique entame la dernière ligne droite du carême, le conseil municipal de Yopougon est aux côtés des fidèles chrétiens de sa commune. Des dons en vivres pour terminer les 40 jours de jeûne. Ce don nous va droit au cœur parce que ce n'est pas facile. Dans un premier temps, et il a fait en temps de carême, c'est charitable. La foi, elle n'est pas abstraite. La foi, elle se décline en œuvre.
Et c'est ce que M. le maire vient de faire. Et nous voulons donc dire merci. Le représentant du maire de Yopougon, Gilbert Kone Kafana, donne les enjeux de cet acte de solidarité. Nous sommes dans une commune cosmopolite où nous avons toutes les religions, nous avons toutes les ethnies. C'est une commune où le vivre ensemble et la cohésion sociale doivent demeurer pour qu'il y ait une paix. Et pour que cette paix puisse perdurer, on ne peut qu'avoir l'onction des hommes de Dieu. Et c'est important donc d'accompagner les hommes de Dieu dans cette quête de paix, dans cette quête de prière quotidienne pour que la commune puisse bien se porter. Face à un monde de plus en plus interconnecté, le secteur de la presse se voit contraint de se réadapter pour la conquête des lecteurs. Comment appréhender l'outil numérique qui aujourd'hui est une nouvelle déclinaison du support média? À Grand-Bassam, le Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire organise depuis 2 jours une session de formation sur le thème « Défis et opportunités de la gestion des médias numériques ». Rôle du directeur de publication, un moment pour ses responsables éditoriaux de partager les expériences et adopter leur démarche managériale en matière de support numérique adapté aux réalités du marché actuel. C'est ce que nous dit Franck Quadio. L'un des défis actuels auxquels est confronté l'univers de la presse, c'est l'adaptation numérique. En Côte d'Ivoire, quelques 130 sites identifiés sont apparentés à une quarantaine d'entreprises de presse légalement constituées selon une étude réalisée par les acteurs du secteur. À Grand-Bassam, les responsables éditoriaux veulent maîtriser la gestion de cet outil qui s'impose de plus en plus. La presse papier existe toujours, mais elle est un peu en recul. Et la presse numérique, l'avènement de la presse numérique fait qu'il faut mettre les directeurs de publication à niveau. Et donc, nous avons décidé donc d'organiser ce séminaire-là pour essayer donc de leur montrer leurs défis et les opportunités qui s'offrent à eux par rapport donc à ces nouveaux médias. Le Forum des directeurs de publication du Côte d'Ivoire est soutenu dans sa démarche par des organisations internationales. Nous sommes là pour aider le Forum donc, des directeurs de publication pour pouvoir s'armer de façon intellectuelle, donc de façon psychologique et de façon matérielle aussi pour mieux amorcer donc, les médias, le traitement des médias numériques. 2 jours de réflexion et de formation sur la question des défis et opportunités de la gestion des médias numériques, rôle du directeur de publication. Ce qui change avec le numérique, c'est surtout l'aspect interactif entre les internautes et la rédaction. Et la loi 2017-867 qui régit le secteur de la presse a fait obligation aujourd'hui au directeur de publication d'une presse en ligne de disposer des modérateurs. C'est l'article 103 de cette loi qui impose un modérateur pour justement veiller à ce que les commentaires, les contributions extérieures puissent être réalisées selon les règles de l'art. Former les directeurs de publication et les jours à venir, les rédacteurs, le forum FORDPCI entend outiller toute la chaîne de production pour davantage de valeur ajoutée. Un peu d'histoire à présent. Il y a un quart de siècle, tous les États membres des Nations Unies adoptaient la déclaration de Beijing consacrée aux droits des femmes. En tant que feuille de route mondiale pour ce qui est des droits de la femme, la déclaration garde toujours toute sa pertinence. Un atelier a été organisé dans la commune du Plateau. Son objectif, créer un moment d'échange et de partage d'idées sur l'évolution des droits des femmes dans le monde, 25 ans après cette déclaration. Patricia Oumouetia. Rencontres et échanges des parties prenantes pour partager les conclusions et recommandations du rapport mondial sur l'évolution des droits des femmes 25 ans après la déclaration de Beijing. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais nous voyons une amélioration quant à la participation politique de la femme, quant à l'autonomisation de la femme. En tout cas, dans tous les domaines, nous avons fait un bond. Selon l'ONU, les 3/4 des pays du globe ont maintenant adopté des lois sur la violence domestique. C'est positif pour l'ONU, mais toujours insuffisant pour les femmes. Beaucoup de défis, notamment dans le secteur de la santé pour les femmes et de l'éducation. Nous avons noté qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu énormément de progrès qui ont été effectués, en ce sens où tout le cadre normatif est en place. Maintenant, le gros défi, c'est au niveau de l'opérationnalisation. Le rapport indique 12 éléments prioritaires qui sont, entre autres, la santé, l'autonomisation de la femme, l'égalité des sexes et l'environnement. Sur le plan politique, j'allais dire aussi, on a eu un acquis indéniable. Vous savez, cette loi, la loi de 30% de 2019,
qui est vraiment, c'était depuis plusieurs décennies, les femmes bataillaient pour avoir cette loi-là. Enfin, on l'a eu, cette loi. Et puis, donc, sa mise en œuvre progressive va améliorer la participation politique de la femme. Tous les 5 ans, les États sont tenus d'évaluer au niveau national les progrès accomplis et les défis rencontrés dans la mise en œuvre du programme d'action de Pékin. C'est aussi l'occasion de faire le point et d'identifier les défis futurs. Et toujours dans le cadre de la défense des droits de la femme, l'Association des femmes juristes, l'Institut pour les droits de l'homme et le développement en Afrique renforce les capacités des défenseurs des droits des femmes et des filles de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. L'objectif est de les outiller afin que celles-ci puissent œuvrer pour la mise en œuvre des textes qui protègent les femmes et les jeunes filles dans leurs pays respectifs. Éric Goré. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso font partie des pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont ratifié à plusieurs conventions qui font la promotion des droits de la femme et de la fille. Comment arriver à mettre en œuvre les différents tests contenus dans cette convention avec l'aide des experts. C'est à cette mission que s'attelle l'Institut pour les droits de l'homme et le développement en Afrique et l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Nous voulons que ce projet contribue à améliorer la jouissance des droits des femmes et filles en Afrique en général et dans les 2 pays, c'est-à-dire au Burkina et en Côte d'Ivoire en particulier. Généralement, elles sont sans voix parce qu'elles subissent aussi le poids de la société. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique, nos sociétés sont dominées par les us et coutumes qui généralement laissent de côté les textes de loi. Et donc, quand une femme est victime de violence, elle hésite à saisir les instances juridictionnelles parce que, dans tous les cas, elle continue de vivre dans le milieu avec son bourreau. Et généralement, la société aussi fait pression sur la famille. Ces 2 institutions donnent des rudiments nécessaires aux experts des questions de droits de la femme et de la fille issus de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, afin de s'approprier ce projet. Au Burkina Faso, les pesanteurs socioculturels sont vraiment une réalité. Par exemple, parlant de l'excision, plus de 40% des femmes burkinabées de 15 à 49 ans sont victimes de l'excision. Au sortir de cette formation, on va vers nos sœurs, on les forme. Et quand on les forme, on les interpelle afin de récupérer ce qui leur revient. Au thème de cette rencontre, un réseau de plaideurs pour les droits de la femme et de la fille sera créé. Son champ d'action s'étendra sur l'Afrique de l'Ouest francophone. Sa mission sera de vulgariser les droits de la femme et de la fille en tout temps et en toutes circonstances. Deuxième titre de ce journal, mesdames et messieurs, le saviez-vous? La fraude sur le réseau d'adduction en eau potable fait perdre à la Côte d'Ivoire 59 millions de mètres cubes d'eau, soit un manque à gagner de 23 milliards de francs CFA par an. Pour lutter contre cette fraude, 180 enquêteurs sont mobilisés par le ministère de l'Hydraulique. 16 enquêteurs ont reçu leur kit de travail. Des mains du ministre de l'Hydraulique, Laurent Chabas, était au centre des métiers de l'eau de Yopougon. Le reportage est signé Clément Bocco. Dans plusieurs quartiers d'Abidjan, la quiétude des populations est souvent perturbée par des pénuries d'eau courante. Une situation à laquelle l'État veut apporter une solution avec un plan d'action précis. Le montant global du projet, c'est 47 milliards que le gouvernement a donné au secteur de l'eau pour alimenter ces 155 quartiers, pour le moment, sur près de 200 qui n'ont pas de l'eau. Il y a des sous-quartiers. Vous pouvez voir un bon quartier urbanisé, mais il y a des petits quartiers où les gens n'ont pas de l'eau. Et ils sont obligés d'appeler des fraudeurs pour venir piquer sur le réseau au-dessus et distribuer. Et eux, ils passent chaque jour pour encaisser l'argent. Souvent même, ils impriment des factures au-dessus. Pour combattre la fraude sur les réseaux d'adduction en eau potable, 180 enquêteurs sont formés et mis en mission par le ministre de l'Hydraulique. Une aubaine pour ces jeunes qui font leur entrée dans le monde du travail. Nous, à notre niveau, c'est aller sur le terrain, c'est vérifier toutes sortes d'anomalies qu'on peut constater qui empêchent la SODECI de pouvoir récupérer ce qu'elle injecte comme argent et puis signaler ces anomalies, faire aussi de la sensibilisation auprès des personnes pour que ces personnes puissent avoir elles-mêmes leur compteur. Pour le bon déroulement du travail des enquêteurs sur le terrain, le ministre de l'Hydraulique fait une mise en garde. Lorsqu'on trouve quelqu'un sur le terrain qui est en plein pied dans la fraude, que nous l'avons saisi, écoutez, il fera la prison. La règle va s'appliquer.
Donc je profite pour lancer un appel à la population, aux parents, que ceux des enfants ou des parents qui sont dans la fraude, dès maintenant, il n'est qu'à leur demander de quitter et de se mettre en règle. Aujourd'hui, si quelqu'un veut vendre de l'eau, bon, on est prêt à lui donner un compteur en bonne et due forme pour qu'il puisse vendre de l'eau et en faire son métier. Selon le ministre, l'État perd chaque année 23 milliards de francs CFA à cause de la fraude, soit 59 millions de mètres cubes d'eau produits à perte. L'action des enquêteurs pourra réduire considérablement ces chiffres dans les années à venir, selon le ministère de l'Hydraulique. Les fraudeurs sont donc avertis. Autre chose à présent, au cours d'une cérémonie à la Bourse de travail de Treichville, la communauté Soka Gakkai International Côte d'Ivoire a fait un don d'ouvrages informatiques aux 300 meilleures unités pédagogiques des établissements de l'enseignement supérieur. Un geste qui vise à aider étudiants et parents à supporter les effets néfastes de la pandémie du coronavirus. Le reportage de Issa Chomoyeo. L'homme au cœur des actions sociales, la communauté Soka Gakkai International Côte d'Ivoire. SGI-CI. En cette période du coronavirus, elle multiplie les dons pour aider le monde de l'enseignement supérieur à supporter les effets néfastes de cette pandémie. C'est dans ce cadre que 300 étudiants et 30 unités pédagogiques IDEA, informatique, développement d'applications de l'enseignement supérieur, ont reçu gratuitement, respectivement, des ouvrages Maîtrise pas à pas et la pédagogie capacitaire, la science pédagogique exigée par l'éducation. J'en suis vraiment satisfaite parce que ce qui contient ce cadeau est vraiment très spécial pour le domaine informatique. Ces actions, effectivement, qu'il faut multiplier pour permettre à la jeunesse de se rendre compte que le développement de ce pays lui appartient. Ces ouvrages, selon l'auteur, vont considérablement aider les étudiants à maîtriser l'outil informatique indispensable aujourd'hui dans la formation, étant donné qu'ils n'ont pas de prérequis dans le secondaire. Les élèves qui arrivent du secondaire n'ont aucun élément dans leur acquis scolaire qui les prépare à l'informatique. Ce n'est pas comme en mathématiques. Mathématiques, c'est depuis le CP1. Le français, c'est depuis le CP1. Mais en informatique, ils n'ont rien appris au secondaire et ils arrivent tout à coup soudain. Ils sont en première année d'informatique et ils ont 2 ans pour avoir le BTS. Mon expérience m'a permis de savoir qu'il faut leur proposer un ouvrage qui leur permette de faire un bon départ en première année d'informatique. La communauté bouddhiste de Côte d'Ivoire n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle prévoit d'amplifier ses actions afin d'aider davantage les parents et étudiants en cette période difficile de Covid-19. Et justement, face à la Covid-19, on ne le dira jamais assez, il faut continuer de rester vigilant. Le virus circule. Chaque jour, des cas de contamination sont enregistrés. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier à samedi 27 mars 2021 393 nouveaux cas de Covid-19 sur 3835 échantillons prélevés, soit 10,2% de cas positifs, 344 guéris et 3 décès. À la date donc du 27 mars 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc à 42 861 cas confirmés, dont 38 590 personnes guéries, 232 décès et 4039 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 505 960. Le 26 mars dernier, 2291 personnes ont été vaccinées avec un total de 33 395 personnes vaccinées contre la Covid-19 du 1er au 26 mars. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques à se présenter au centre de vaccination au parc des sports de Treichville et les autres centres ouverts pour se faire vacciner gratuitement contre la Covid-19. Et on parle toujours de santé, mais cette fois des maladies zoonotiques. Les maladies zoonotiques, entendez les maladies
transmissibles des animaux aux humains était au centre des réflexions à Yamoussoukro, moment pour les acteurs nationaux de la santé humaine et de la santé animale de trouver un protocole commun de renforcement de la lutte contre ces pathologies. Les travaux ouverts se sont déroulés sous l'égide de l'OMS et plusieurs partenaires dans l'Organisation mondiale de la santé vétérinaire. Ils s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la plateforme Une seule santé après l'adhésion du gouvernement ivoirien à ce concept mis en place par l'OMS, l'OIE et la FAO. Léon Brou. Dengue, rage, chikungunya, grippe aviaire, tuberculose bovine. La liste n'est pas exhaustive. Ces zoonoses ou maladies d'animaux se transmettent à l'homme. Comme protocole de riposte, l'OMS, la FAO et l'Organisation internationale de santé animale, selon le principe que la santé des hommes, celle des animaux et de l'environnement sont liées, proposent l'approche Une seule santé à laquelle la Côte d'Ivoire est signataire. Les récentes évaluations de ce protocole de l'avis d'acteurs nationaux et internationaux montrent des insuffisances. Les recherches et les données actuelles indiquent que près de 75% des nouvelles maladies infectieuses ayant affecté les êtres humains ces 10 dernières années étaient causées par des agents pathogènes provenant des animaux ou des produits d'origine animale. Et les récentes épidémies ont fini de convaincre de l'impérieuse nécessité d'une approche concertée. Voilà qui justifie ces travaux de Yamoussoukro auxquels prennent part à égale partie experts nationaux de la santé humaine et de la santé animale. 3 jours de réflexion pour établir une feuille de route commune visant à renforcer la collaboration entre les deux secteurs de santé. Le gouvernement, selon le représentant des ministres de la Santé et des Ressources animales, y attache du prix au regard du contexte épidémiologique de la Covid-19. La surveillance, la détection précoce et la riposte rapide restent donc les seules alternatives crédibles pour éliminer ces pathologies. Le financement nécessaire à la mise en œuvre efficiente des plans de lutte demeure un défi majeur. Je me réjouis de pouvoir encore compter sur nos partenaires techniques et financiers habituels. Les échanges de Yamoussoukro pour opérationnaliser l'approche Une seule santé bénéficient du soutien de partenaires techniques et financiers dont la FAO, COICA, la Banque mondiale, l'USAID. Un reportage de Léon Brou. Dans l'actualité internationale, à Madagascar, l'ancien chef de l'État malgache Didier Rat Sirac est décédé ce dimanche matin 28 mars à l'âge de 84 ans. L'annonce a été faite sur sa page Facebook. Il avait été président de Madagascar 2 fois, de 1975 à 1993, puis de 1997 à 2002. L'officier de marine surnommé l'Amiral Rouge pour sa politique socialiste avait été hospitalisé en début de semaine pour un contrôle de routine. Et toujours dans l'actualité internationale, au Canada, une femme a été tuée et 6 personnes blessées hier samedi dans un quartier de Vancouver après avoir été poignardée pour une raison inconnue par un homme qui a été rapidement interpellé par les services de police. Les 6 personnes blessées ont été hospitalisées. Le suspect est un homme connu de ces services justement de police qui a un casier judiciaire. Les enquêteurs pensent que le suspect a agi seul et disent ignorer tout de ses motivations. Parlons à présent de lutte contre la dégradation des terres. La lutte justement contre la dégradation des terres dans la zone de production café-cacao du nord du pays connaît un tournant décisif. Un guide sur la gestion durable des terres sera bientôt disponible. Il comporte 128 bonnes pratiques et est accompagné d'un plan de développement local. Le reportage de Kader Sogotogo. Comment conserver le stock de carbone en Côte d'Ivoire ? Cela passe nécessairement par de bonnes pratiques de gestion durable des terres, surtout dans les régions de production café-cacao et dans le nord du pays gagné par le binôme coton-anacarde. Yamoussoukro, les acteurs clés du projet gestion durable des terres, GDT, sont en conclave. Les réflexions qui ont débuté depuis 2018 ont permis d'élaborer un guide. 128 bonnes pratiques y figurent. Elles sont revues afin de parfaire le document. À partir de ce guide, on pourra facilement mener notre agriculture en s'inspirant des meilleures pratiques, des bonnes pratiques, des meilleures manières de faire l'agriculture. Comme exemple, on peut donner le cas de l'engrais organique.
Alors nous allons former nos populations à la création de leurs engrais organiques. À partir de là, ces populations elles-mêmes vont fertiliser le sol sans avoir à aller vers les engrais chimiques qui leur coûtent excessivement cher, mais qui à la longue créent des problèmes au niveau des sols. Si nous y arrivons, un gros problème serait résolu. La Côte d'Ivoire envisage toutes les pistes pour ne pas être gagnée par les effets néfastes d'une mauvaise gestion des terres. Au sortir des travaux de Yamoussoukro, le ministère de l'Environnement et du Développement durable soumettra le guide final en Conseil des ministres en vue de sa divulgation. À présent, à l'invité de ce Dimanche Magazine, nous sommes avec M. Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam. M. Jean-Louis Moulot, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Alors, depuis 1961, la journée météorologique mondiale est l'occasion de célébrer l'entrée en vigueur, le 23 mars 1950, de la Convention portant création de l'Organisation météorologique mondiale, OMM. Et le thème choisi sur le plan international pour cette année 2021 est l'océan, le temps et le climat. Pourquoi le choix d'un tel thème ? Eh bien, ce thème vise à mettre en lumière l'importance de l'interaction entre le climat, la Terre et les océans. Parce qu'il faut savoir que les océans agissent comme un régulateur de température en absorbant une partie de l'excédent de la chaleur produite par les activités économiques et les activités humaines. Donc l'Organisation météorologique mondiale a souhaité, en choisissant ce thème, mettre en lumière l'importance de l'océan pour le climat et la météo. Il faut également indiquer que le choix de ce thème intervient dans un contexte international marqué par la décennie des Nations Unies pour les sciences océanographiques au service du développement durable. Sur la période 2021-2030, les Nations Unies ont établi cette décennie pour pouvoir élever le niveau de connaissance et d'alerte sur cette thématique. D'accord. Alors dites-nous, monsieur le directeur général de la Sodexam, les missions de la Sodexam se limitaient seulement à annoncer la couleur du temps? Non, la Sodexam a 3 grandes missions. Tout d'abord, l'aviation civile, avec la gestion et l'exploitation des aéroports, principalement les aéroports régionaux. Nous en avons 15 que nous exploitons et 5 de ces aéroports reçoivent des vols commerciaux. Au-delà de cela, la Sodexam intervient sur la thématique de la médecine aéroportuaire et aéronautique avec un centre d'expertise médicale dédié à ces professions. Et la météo que vous avez mentionnée précédemment, nous faisons office d'agence nationale de météo et d'autorité nationale en matière de météorologie. Alors une question a intéressé notre reporter Serge Coléa. Il s'est posé la question de savoir si la Sodexam était régulièrement consultée pour justement son expertise. Je vous invite à suivre cet élément. Très bien. La Sodexam, je ne connais pas. Je sais que c'est une structure qui est à l'aéroport. Bon, mais je ne sais pas réellement ce que la Sodexam fait. Le citoyen lambda en Côte d'Ivoire s'intéresse peu ou pas du tout aux activités de la Sodexam. Pourtant, la société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique fait partie du quotidien des populations. Aujourd'hui, avec le changement climatique, toutes les activités socio-économiques sont impactées par les variations climatiques. Nos paysans, depuis 10 ans, 20 ans, ont vu les temps changer. Notre métier, c'est de pouvoir leur fournir des nouvelles dates de planification de leurs activités. Données météorologiques, conseils techniques, prévention ou évaluation de sinistres, autant dire que les prévisions de la Sodexam conditionnent la survie et le développement de nos sociétés. Les bureaux d'études nous consultent pour pouvoir avoir des indicateurs sur les effets climat sur les constructions, les routes, les bâtiments, les infrastructures, BTP en général. L'océan, notre climat et notre temps est le thème de la célébration de la Journée météorologique mondiale 2021. La Sodexam, en tant qu'autorité nationale de la météo, continue d'œuvrer pour une meilleure connaissance du climat ivoirien. Alors, monsieur Jean-Louis Moulot, votre réaction tout de suite après les mots prononcés par les interviewés? Eh bien, je conviens qu'il y a nécessité de renforcer la communication autour du rôle de la Sodexam, notamment en matière de météo et sur les applications très très variées de la météorologie pour les différents secteurs d'activité.
C'est ce à quoi nous nous sommes engagés à travers une série d'initiatives que nous avons prises qui permet progressivement donc d'améliorer le niveau de connaissance des populations. Et justement, la commémoration de l'entrée en vigueur de la Convention portant création justement de l'Organisation météorologique mondiale a donc eu lieu et cette commémoration sonne pour vous comme une sirène d'opportunité. Absolument. Cela nous offre l'opportunité de porter à la connaissance des décideurs, mais également des populations, les différents bénéfices de la météorologie, avec les applications très très variées dans les domaines de la défense par exemple, dans le domaine de la sécurité, qu'il s'agisse de sécurité ou sécurité civile, dans le domaine de la santé également, où la météorologie a un impact, et pour d'autres secteurs d'activité tels que les transports, transports maritimes, transports terrestres, transport aérien, le BTP, les grands travaux d'infrastructure qui sont également consommateurs de données météorologiques. Alors à vous suivre, on comprend tout de suite que la météorologie est en amont de toute activité économique. Absolument. La météorologie, pour les pays dits industrialisés, impacte 30% du PIB. Pour les pays dits en voie de développement tels que le nôtre, l'impact de la météorologie sur le PIB est évalué à 40 à 50%. Quand on sait l'incidence, par exemple, l'importance pour notre pays du secteur agricole, qui est l'un des piliers de notre économie, on comprend mieux l'importance de disposer d'informations et de données météorologiques fiables afin de renforcer la productivité de ce secteur d'activité économique. Et parlons justement de cet accompagnement que la SODECSAM offre à l'État de Côte d'Ivoire. Comment cela se manifeste-t-il? Comment la SODECSAM accompagne-t-elle l'État de Côte d'Ivoire dans ses perspectives de développement, par exemple? Eh bien, la SODECSAM met à disposition des décideurs des informations essentielles qui vont permettre d'anticiper sur les phénomènes climatiques, d'intégrer. Par exemple Par exemple, sur les variations de climat que nous avons pu observer, il faut noter que la SODECSAM a des expertises qui sont rares, qui sont reconnues au plan international, puisque la Côte d'Ivoire, à travers le directeur national de la météorologie, préside le Conseil Afrique de l'Organisation mondiale de la météo, qui est une agence spécialisée du système des Nations Unies. Et ce sont ces expertises-là qui sont mises à disposition des différentes structures gouvernementales dans l'élaboration de leur plan d'action, leur plan de développement. Une expertise de la SODECSAM qui est également demandée, on va dire, par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Tout à fait. Nous accompagnons l'État de Côte d'Ivoire en mettant à disposition cette expertise avec des personnes ressources qui, comme je le mentionnais précédemment, sont reconnues au plan international. Nous avons un spécialiste qui est membre du GIEC, du groupe international des experts sur le climat, qui exerce à la SODECSAM. Donc ce sont des personnes ressources et des références donc, qui accompagnent l'État de Côte d'Ivoire et accompagnent les différentes structures spécialisées sur ces thématiques. Et les services de la SODECSAM qui sont également très actifs dans la lutte contre la pollution marine. Vous intervenez à un certain niveau, on va dire. Oui, nous accompagnons effectivement le SIAPOL, qui a la responsabilité de la mise en œuvre du plan Polumar, en mettant à sa disposition également les données d'observation satellite qui nous permettent donc d'apprécier l'impact et l'incidence des déversements éventuels dans les océans et de mesurer leur niveau de propagation. Alors, une question un peu plus pratique à présent. Alors, la SODECSAM peut donc voir les choses venir de loin, vous conviendrez avec moi? Absolument. Alors, un village en ce moment subit de plein fouet la virulence de l'érosion côtière. Il s'agit du village de Laou-Panda, d'accord, situé dans le département de Grand Laou. Ce village semble-t-il condamné à disparaître du fait de cette érosion. Est-il possible pour d'autres villages d'approcher par exemple la SODECSAM pour savoir s'ils ne figurent pas dans le viseur de ce phénomène naturel? Est-ce qu'il est possible pour eux? Oui, la SODECSAM met à disposition, comme je l'indiquais précédemment, des décideurs un certain nombre d'informations et nous émettons des alertes également. Lorsque des raz de marée doivent intervenir, la SODECSAM émet une alerte et communique ces informations-là aux décideurs pour pouvoir justement préserver les vies, préserver les activités économiques. Donc oui, nous observons à partir des données satellitaires et nous mettons l'information à disposition des décideurs. D'accord. Alors, on parle depuis plus d'une décennie du réchauffement de la planète. Pour certains alarmistes, la Terre se réchaufferait à la vitesse de la lumière. Rassurez-nous, s'il vous plaît, sur la question. Qu'en est-il réellement? Y a-t-il des raisons de s'inquiéter sur la question? Eh bien, ce phénomène s'observe en Côte d'Ivoire, bien malheureusement. Sur la période de janvier à décembre 2020, à titre d'illustration, nous avons noté une hausse de la température moyenne de 0,9 degrés. Ce qui, évidemment, est préoccupant. Mais comme vous le savez, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé dans la lutte contre le changement climatique. Et la SODECSAM intervient sur deux volets de cette lutte contre le changement climatique à travers donc des mesures d'adaptation
au changement climatique et également des mesures d'atténuation au changement climatique en émettant des alertes. Pour ce qui est de l'adaptation, nous accompagnons un certain nombre de secteurs d'activité économique en les aidant à prendre en compte justement ces données liées au changement climatique dans leurs opérations, leurs activités au quotidien. La Sodexam qui apporte également une contribution en matière de protection et de mise en valeur des zones côtières de la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Tout à fait. Il s'agit du projet WACA de la Banque mondiale pour lequel la Sodexam est sollicitée en qualité d'expert et nous mettons à disposition les données que nous observons et les paramètres également afin de mieux apprécier l'impact et l'évolution de ce phénomène d'érosion côtière et de développer des réponses adaptées. Alors, au cours d'une interview que vous avez accordée, vous avez dit, je cite, la Sodexam se doit d'encourager les populations à adopter des habitudes plus soucieuses de l'environnement en vue de protéger et restaurer ensemble nos océans. En quoi consistent justement ces habitudes plus soucieuses de l'environnement que les populations doivent adopter? Eh bien, je mentionnais tout à l'heure le rôle éminemment important de l'océan en termes de régulation de la température. Quand on prend conscience de l'importance donc de ce milieu océanique, il est impératif de pouvoir le préserver des pollutions, des risques de pollution et également de déversement de tout type de déchets, de même que la pêche abusive, afin de lui permettre de continuer à jouer ce rôle de régulateur de la température. Alors comment se déroulent les rapports que vous avez avec les partenaires techniques avec lesquels vous travaillez? Comment se définit cette complicité-là? Eh bien, la Sodexam est la structure de référence qui est systématiquement consultée par les partenaires techniques et cela nous permet d'affiner notre expertise qui est aujourd'hui reconnue non seulement au plan national mais également au plan international. Et je voudrais me réjouir de ce que la Côte d'Ivoire compte 3 stations centenaires qui ont été définies stations centenaires par l'OMM, donc l'Agence spécialisée des Nations Unies, parce que nous avons su, durant 100 ans, sans discontinuer, collecter des données météorologiques qui participent aujourd'hui du patrimoine scientifique de l'humanité. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir des points de vue divergents avec ces partenaires techniques sur des questions pratiques? Évidemment. Et comment vous les réglez? Par la discussion et puisqu'il s'agit d'une science, la météorologie, par la mise à disposition de données scientifiques, simplement. D'accord. Alors, la Sodexam a-t-elle pour habitude d'aller au contact des populations? On ne vous voit pas vraiment sur le terrain. C'est vrai que vous êtes, on va dire, comme vous l'avez dit, une institution qui offre son expertise au gouvernement, aux décideurs. Mais est-ce qu'il vous arrive souvent d'engager des actions de proximité avec les populations? Absolument. Nous avons conscience de la nécessité d'amener les populations à intégrer justement les questions météorologiques compte tenu des diverses implications que je mentionnais précédemment. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de recevoir sur une base régulière des lycéens, des étudiants, afin de les sensibiliser à la question de la météorologie. Bien au-delà de cela, la Sodexam s'efforce d'accompagner un certain nombre d'initiatives. À titre d'exemple, sur l'année 2020, nous avons été le partenaire de la Journée nationale de la femme rurale qui s'est tenue à Korogo. Ça a été l'occasion pour nous de déployer nos équipes et de former des dizaines de femmes rurales de la région de Korogo, donc, à l'utilisation des données météo pour améliorer leurs productions agricoles. Alors nous avons sur ce plateau le directeur général de la Sodexam. Nous ne pouvons pas ne pas vous arracher quelques mots sur la saison des pluies qui s'annonce. Doit-on s'attendre cette année à de grandes averses? Y a-t-il des raisons de s'inquiéter? Eh bien, selon les prévisions qui ont été établies par nos experts, en relation avec les experts des pays limitrophes, puisque, comme vous le savez, les phénomènes météorologiques ne sont pas figés sur un pays, ils évoluent et peuvent passer d'un pays à un autre. Donc nous travaillons en collaboration avec les systèmes météorologiques nationaux des pays partenaires. Les prévisions indiquent une pluviométrie dans les normes pour la zone nord et centre de la Côte d'Ivoire. Pour la zone sud et pour le littoral, nous aurons des précipitations beaucoup plus élevées que celles qu'on a pu observer sur les périodes précédentes. Donc il y a donc des raisons de s'inquiéter. Hein. Absolument, il y a nécessité de prendre des mesures, d'anticiper. De toute façon, le gouvernement le fait en amont de chacune des saisons des pluies. Et cette année, les précipitations sur le sud et le littoral seront beaucoup plus importantes que ce que l'on a pu observer par le passé. Alors nous sommes pratiquement au terme de notre échange. Y aurait-il un aspect sur lequel vous aimeriez revenir rapidement avant de conclure? Eh bien, peut-être insister sur l'importance des systèmes météorologiques nationaux et leur impact sur l'économie. Les pays dits développés ont mené des études qui ont révélé que 30% du PIB est climato-sensible. Dans nos pays,
dits en voie de développement, cette proportion va de 40 à 50% des secteurs d'activité économique sur lesquels le climat a un impact. Cela donc souligne, s'il en était besoin, la nécessité d'avoir des systèmes météorologiques nationaux robustes, performants. Et je veux me réjouir de ce que l'État de Côte d'Ivoire ait pris conscience de cette nécessité. Et le président de la République a pris les dispositions afin qu'un projet ambitieux soit mis en œuvre dès cette année, avec un financement de 18 milliards de francs CFA, qui va permettre à la Côte d'Ivoire de se doter d'un radar d'observation météorologique pour la zone d'Abidjan, également de se doter d'un centre d'alerte et de prévision météorologique afin de prévenir les phénomènes climatiques extrêmes, de même qu'un centre de maintenance des équipements météorologiques qui est un centre à vocation régionale qui pourra servir donc les pays limitrophes. Et à travers ce projet également, chacune des régions de Côte d'Ivoire sera équipée d'une station météorologique automatique. De bonnes infos à savoir ici sur ces mots que se referment les pages de cette édition. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous recevions à l'instant, dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, monsieur Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam, avec lequel, à la faveur de la commémoration de la Journée mondiale de la météorologie édition 2020 qui a eu lieu cette semaine, nous avons parlé de météo et précisément de l'impact de l'implication de la météorologie dans certains domaines économiques. Je rappelle également que nous sommes le dimanche des Rameaux et que les fidèles chrétiens de Côte d'Ivoire, à l'instar de ceux du monde entier, commémorent l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Bon dimanche et bonne fête des Rameaux à toutes et à tous. Dieu garde la Côte d'Ivoire.